Que faisiez-vous le 9 mars 2021? Waouh! En fait, j'ai regardé, Le Monde se souvient que c'était le lendemain de l'interview de Harry et Meghan. Donc pour les fans d'histoire de la famille royale anglaise, c'était un grand moment. Mais pour moi, c'était tout autre chose. Pour moi, c'était une session à la DocConf autour de la posture de l'architecte. Et puis, il y avait une idée architecte-manager, comme disait Mathieu, c'est des questions qu'on se posait. Je me dis, ah, il y a quelque chose. Puis on a eu une rencontre, on a été en mission ensemble, et puis on a pu faire évoluer un petit peu tout ça. Et donc ces prémices de l'époque ont permis cette session aujourd'hui. En effet, on s'est rencontrés effectivement sur une mission, et moi, donc je suis Olivier. J'ai mis architecte parce qu'on est quand même à la DocConf, mais en vrai, je ne suis pas tellement architecte, mais un peu quand même dans le sens où, dans mon métier, je crée des espaces dans lesquels j'amène des architectes et des managers à dialoguer, à différents niveaux de l'organisation d'ailleurs, dialoguer pour essayer de concevoir ensemble, décider ensemble de solutions à leurs problèmes et pour construire l'évolution de leurs organisations. Et moi, Borémy, donc architecte, je suis arrivé chez Octo pour faire de l'architecture. Et en fait, comme le disait Mathieu, au fur et à mesure, voilà, il y a du management. Alors plutôt du management en interne, mais aujourd'hui, suivant les interventions, suivant là où j'officie, je suis parfois plus architecte que manager ou inversement. Et aujourd'hui, donc, on s'est dit qu'on allait vous parler un petit peu de tout ça, mais quand on a phosphoré, on s'est dit, mais c'est un peu difficile, même en interne, quand on en a parlé chez Octo, définir architecte-manager. C'est très spécifique finalement. Moi, personnellement, un architecte, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouais. C'est un peu loin de moi. C'est là un peu plus maintenant, mais effectivement. Du coup, on vous propose de poser un petit cadre. On va poser la société Acme. D'accord. C'est une société... qui fait tout. Ouais, elle fait tout. Elle fait tout. On dirait que... il y a une DSI, et puis il y a une direction métier. La direction métier demande des choses à la DSI, et la DSI répond. Ça va? On pourrait dire qu'il y a une transformation dans cette compagnie. Ouais. Alors, une transformation facile, c'est à la mode. Ils vont dans le cloud. They move to cloud. Et oui. C'est incroyable. On y va. Alors, on est parti. L'initiative est lancée, mais il faut continuer. Et alors, figurez-vous, Marguerite, qu'en plus de faire du move to cloud, évidemment, ils le font en agilité. Oui, c'est ça. Alors c'est un peu plus vieux, mais donc pareil, on y est, il y a des choses bien ancrées, tout le monde n'est pas au même niveau, mais c'est pas grave, ça fait partie du décor. Dans cette DSI, on a des managers, on va dire des N-1 du DSI. Bon, on peut dire VP of Engineering aussi, suivant les sociétés. Et puis on a un architecte, peut-être? Ouais, un architecte, un ou des architectes, dont le but c'est un peu de prendre la stratégie de l'entreprise, donc on disait move to cloud, transformation agile, et en fait de poser un cadre technique, on l'a vu un peu avec des patterns, des choses, pour faire en sorte que ça se passe bien. Bon, voilà pour le décor. Ça vous parle? Ok. Apparemment. Ok, ça va. On est au bon endroit. Alors, quand on s'est rencontré avec Borémy, on a réalisé que architectes et managers avaient des questions similaires. C'est ce qu'on va commencer par aborder. Et naïvement, j'ai dit un jour à Borémy, un architecte, c'est un expert. Et alors là, moi, tout de suite, je dis, mais non, bien sûr que non. Et effectivement, j'en avais déjà parlé précédemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être perçu par d'autres personnes comme quelque chose qui va sous le sens. Alors, on se pose aussi la question souvent pour le manager. Le manager, il appuie son rôle sur son expertise. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du manager au Colt d'or. Le Colt, vous voyez, un pistolet à 6 coups. C'est un manager qui a donc un Colt d'or à 6 coups à sa ceinture.
Et il tue tous les problèmes. Ben oui. Et donc un jour, il a un collaborateur qui arrive complètement affolé dans son bureau, lui dit « Chef, venez vite, on a un problème dans le bureau, venez vite, c'est une catastrophe, il n'y a que vous qui puissiez tuer le problème. » Il arrive très tranquille, très confiant. Effectivement, il y a un problème qui bouge partout dans le bureau et il dégaine son colt et il tue le problème. Les mecs, ils sont impressionnés. Le lendemain, il y a un autre collaborateur qui arrive et qui lui dit « Chef, venez vite, il y a 3 problèmes dans le bureau, c'est horrible. » Il arrive, très tranquille, il voit les 3 problèmes partout dans le bureau, il dégaine son colt. Waouh, il est fort le chef. La semaine suivante, il y a un collaborateur, un autre, qui arrive moyennement affolé. Chef, est-ce que vous pouvez venir parce qu'il y a 10 problèmes dans le bureau. Bon, voilà, on s'en sort pas, on a besoin de vous, quoi. Le chef arrive dans le bureau, c'est pas l'affolement. Tout le monde a les pieds sur le bureau, tranquille. Il y a effectivement 10 problèmes partout. Il dégaine son colt, et clic, clic, clic. Il n'y a plus de balles. Le problème de l'expertise, de penser qu'on peut tuer tous les problèmes, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Parce qu'on a beau vouloir être un expert ou penser qu'on est un expert, en vrai, il est fort probable que dans l'équipe, le manager ait des experts meilleurs que lui. Un autre enseignement de cette histoire, c'est que quand le manager n'arrive plus à tuer les problèmes, tout à coup, il perd la face devant son équipe. Et donc après, il va falloir ramer. Et puis, 3e enseignement, à force de vouloir tuer les problèmes à la place des autres, c'est toujours lui qui tue les problèmes et pas les autres. Donc ça bride un peu l'autonomie de ses collaborateurs. Donc voilà, le manager n'est pas l'expert de l'équipe. Et vous pouvez refaire la même histoire avec l'architecte. Enfin, vous avez probablement pu recevoir ça. Et c'est assez naturel, en fait, puisque dans nos plans de carrière, à un moment, ça a été beaucoup documenté côté manager, mais ça allait aussi côté architecte technique. On se dit, ah, expert technique, machin, après, t'es architecte. Ok, très bien. Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça va changer? Et ça nous pose une question, fondamentalement. Mais oui, quelle place occupent l'un et l'autre dans l'organisation? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Quelle place en tant qu'architecte ou quelle place en tant que manager j'occupe dans l'organisation? La question, par exemple, on parlait d'agilité tout à l'heure, la question du manager dans l'agilité, avec des équipes qui fonctionnent beaucoup en autonomie, des équipes pluridisciplinaires avec des collaborateurs qui viennent d'équipes différentes, avec des décisions stratégiques qui viennent d'en haut. Et moi, manager, je fais quoi là-dedans? C'est quoi mon rôle par rapport à chacun? Pareil, côté architecte, il y a aussi des fois cette zone de friction parfois entre les tech leads qui prennent des décisions au sein des applis avec une certaine autonomie et aussi des volontés d'architecture, que ce soit de rationalisation, d'uniformisation, d'optimisation globale, qui ne sont pas forcément alignées avec les objectifs locaux. Donc vraiment, plein de choses font que la place est une question importante à se poser. Alors, cette question, elle appelle aussi 2 autres dimensions. C'est de quel pouvoir je dispose et de quelle autorité je dispose ou comment je peux faire jouer mon autorité. Et au-delà de ces 2 concepts un peu abstraits, on fait une distinction entre les 2. Le pouvoir, il est hérité de la place qu'on occupe, justement. Le manager, par exemple, il a une forme de pouvoir vis-à-vis de son équipe. Dans l'entretien annuel, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le rendez-vous annuel, dans l'évaluation, il a une forme de pouvoir vis-à-vis de son équipe. L'autorité, en revanche, c'est pas forcément quelque chose qui vient des galons, qui vient du titre. C'est quelque chose qui se construit et qui fait que vous faites autorité dans le domaine, que ce soit par expertise, par expérience, par reconnaissance par les pairs. Donc c'est quelque chose qui n'est pas lié au poste, c'est quelque chose qu'on va construire.
Alors, on l'a plus ou moins naturellement voilà, dans notre personnalité, mais même si on n'a pas d'autorité naturelle, comme on dit, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille. Et c'est important parce qu'effectivement, en termes de place, le manager et l'architecte sont souvent, on entend souvent cette expression, entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en haut, des choses qui se passent en bas, pas forcément dans le même sens. Et donc, il y a une difficulté à agir pour l'un et l'autre et à savoir dans quel sens aller pour emmener les équipes, bien sûr. Par exemple, chez Acme, l'architecte, il aimerait bien que tout le monde aille dans le cloud. Mais à chaque fois, on lui dit « Ah mais non, on n'a pas le temps, on est en train de décommissionner, on a une migration qui est faite, etc. » Donc on est un peu tiraillé entre ces objectifs long terme, ces grandes cibles stratégiques, et la réalité du terrain qui fait que demain, on ne va pas pouvoir faire cette migration parce que les équipes n'ont pas le temps. Alors ces deux notions, elles appellent deux autres notions qu'on entend souvent. Suis-je légitime oui. En tant que manager? Je vais parler pour les managers, mais c'est valable aussi pour l'architecte. Et du coup, oui, je vous partage, pareil, une petite histoire pour illustrer un petit peu qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc j'étais dans un avion, ça faisait à peu près 20 minutes qu'on était en zone de turbulence au début. Donc voilà, le signal « attachez vos ceintures » était affiché. Puis bon, voilà, besoin naturel, je me lève. Et donc je m'oriente vers les toilettes. Je passe à côté du quartier où il y a le personnel d'équipe de cabine qui est là. Et donc je croise le regard d'un steward qui est en train de blaguer avec ses collègues, debout, en train de boire son café. Et il m'arrête tout de suite, il me dit « Monsieur, s'il vous plaît, retournez vous asseoir, le signal est allumé, vous ne pouvez pas vous lever. » Bon. Et ça, j'ai obéi, un peu contrit quand même, mais bon, et j'ai attendu, j'ai patienté. Qu'est-ce qui s'est passé là? On avait une personne tout à fait légitime, responsable, donc qui avait quelque part les galons, de m'ordonner de me rasseoir, et pourtant, le fait que faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est le déficit de crédibilité. Et en fait, donc, il y a quelque chose qui est hérité par la position, mais il y a aussi une crédibilité qui a été fortement entachée. Et c'est vraiment cette distinction-là qu'il faut avoir, et qui est effectivement au cœur un peu de nos sujets. Alors, on verra un peu après, sur quoi se construit justement la crédibilité. Fort de ces constats, on observe dans les organisations dans lesquelles on intervient qu'il y a une forme de solitude du manager et de l'architecte avec toutes ces questions. Et cette solitude, elle se traduit par une forme de vulnérabilité ou de doute qui a du mal à s'exprimer. C'est pas bien de montrer qu'on ne sait pas, c'est pas bien de montrer qu'on doute. Dans les organisations aujourd'hui, je force un peu le trait, ou je prends quelques raccourcis, mais voilà, il vaut mieux montrer qu'on sait, il vaut mieux sortir les biceps et se dire qu'on va de l'avant. Donc il n'y a pas tellement d'espace pour partager ces doutes-là. Voilà. Et donc une fois qu'on a posé ces questions-là, on aimerait vous apporter des réponses qui sont des réponses à ces questions-là qui peuvent servir et le manager et l'architecte, quelque part, et à se parler, à discourir aussi des différentes manières, parce qu'au final, ils travaillent dans la même organisation. Acme, dans notre exemple. C'est ce qui fait que leur rencontre, elle est utile, que le lien entre les deux est utile. En faisant un parallèle un peu tiré par les cheveux, Grégor disait ce matin, le lien entre la boîte A et la boîte B, c'est le lien qui est important. Là, c'est pareil. En fait, leur rencontre, elle est vraiment utile pour trouver des réponses communes. Alors, une première réponse, la crédibilité, justement, elle se construit sur quoi? Voilà. Donc, on vous propose 5 piliers. Au premier plan, vous avez l'exemplarité. Donc, je reviens sur mon histoire du steward tout à l'heure, c'est la même. Si vous n'êtes pas exemplaire, ça va être très difficile d'asseoir une certaine crédibilité. Le deuxième pilier, valoriser la capacité du manager et de l'architecte à valoriser ce qui se passe bien dans les équipes. Si je suis dans une équipe et que mon manager ne me dit jamais quand c'est bien, je vais vite me lasser quand même. Voilà. Et je vais me dire que j'attends autre chose de cette personne. Voilà. Et c'est à mettre en regard du troisième pilier qu'on vous propose au milieu, qui est réguler. Réguler, c'est un peu poser le cadre et siffler les hors-jeux. C'est important aussi. Donc il faut pouvoir équilibrer les deux afin qu'on soit vu comme un peu du leadership, quelque part juste et équilibré.
Une autre dimension, c'est la capacité de chacun à accompagner les collaborateurs, donc accompagner dans leur développement. Il ne s'agit pas juste de vérifier l'opérationnel et que le job est fait. On attend chacun de ceux qui sont au-dessus de nous et avec nous des éléments par rapport à notre propre développement. On ne se lève pas le matin juste pour aller gagner notre pain. Ça en fait partie, mais ce n'est pas suffisant. On cherche dans notre quotidien quelque chose qui nous rend plus grand. Le fait d'avoir un architecte et un manager à l'écoute de ça donne quelque chose, permet d'asseoir leur crédibilité. Et le dernier, c'est informer. Alors informer, c'est par rapport à tous les éléments, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi communiquer dessus, parce qu'on parle d'un collectif, il faut pouvoir transmettre les informations en largeur. Mais on parle aussi de communication vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'être uniquement dans le « je descends la stratégie et je l'impose aux équipes », ou je l'encourage. Il y a aussi collecter ce qui se passe sur le terrain pour le remonter, pour aider à la décision plus en haut. Alors une question qui se pose, trois options qui s'offrent à nos deux protagonistes, c'est faire ou guider. Voilà. Et donc c'est un répertoire, c'est des outils à utiliser suivant la situation. Alors très simple, faire, ça c'est ce que faisait l'expert, hein, très bien. Quand on fait, on sait ce qu'on fait, on est tout seul dans sa tête et on est sûr du résultat, ça tombe bien, souvent on a un peu d'expertise. Ça on sait faire. Bon, la contrepartie, c'est qu'on l'a vu avec le manager au Colt d'Or, ça passe pas à l'échelle, et puis vous pouvez pas. Enfin, c'est le problème du super-héros, hein, quelque part. Alors, l'avantage, c'est que chacun peut s'appuyer sur des compétences qui existent dans l'équipe. Et là, on peut passer à l'échelle et faire beaucoup plus, aller plus loin. Hein, ensemble, on va plus loin. La contrepartie, c'est on n'est pas forcément certain du résultat qu'on va atteindre. Voilà. Et puis dans le faire, il y a aussi une posture très directive qui fait que les gens font et après ils disent bon, chef, manager, architecte, hein, et après qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc c'est plus cadré, ça passe à l'échelle, mais bon, ça peut être plus ou moins bien perçu. C'est en plus moins intéressant et ça prend plus de temps, d'ailleurs. Et une dernière dimension, guider. Ouais. Guider, ça veut dire donner des orientations et être peut-être davantage sur la relation, plus que sur le résultat et les objectifs. Avec un risque, hein, c'est de possiblement passer pour quelqu'un qui fait pas grand-chose et qui est extrêmement dans la délégation et de se détacher un peu des résultats. Ouais. C'est aussi un endroit où on est beaucoup moins sûr du résultat, puisqu'on laisse l'autonomie aux personnes, on les guide, on les aide, mais du coup on a moins ce résultat attendu. Alors, dans ces trois modes d'action, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est le PFH. Vous savez ce que c'est que le PFH? Le putain de facteur humain. Le truc chiant auquel on est confronté tous les jours. Alors pourquoi? Parce que faire ou guider, ça sous-entend qu'on attend une action des équipes, hein, qu'on accompagne. Et cette action, elle nécessite une forme d'autonomie. L'autonomie, elle s'appuie sur deux aspects. Le pouvoir faire, évidemment, la compétence, et le vouloir faire, la motivation. Quelqu'un qui ne veut pas faire, alors qu'il sait très bien faire, n'est pas autonome par rapport à une mission particulière. Il y a deux frères américains qui ont modélisé notre mode de fonctionnement du cerveau, les frères Heath, dans un bouquin qui s'appelle Switch, Oser le changement. Et ils représentent notre cerveau sous la forme la métaphore d'un éléphant et du conducteur perché en haut de l'éléphant. L'éléphant représente notre côté émotionnel. L'éléphant, il pèse 6 tonnes. Et le conducteur représente notre côté rationnel. Les explications, les décisions. 70 kilos, 75 kilos. En cas de désaccord entre les deux, qui est-ce qui gagne? C'est l'éléphant. C'est toujours l'éléphant. Autrement dit, le conducteur a beau savoir où il faut aller, la destination, les jalons, la roadmap. Si les tripes n'ont pas envie d'y aller,
bah, ça ne se fera pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas laisser de côté ce truc-là. Il faut l'embarquer avec soi. Et la motivation, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. On ne peut pas dire « sois motivé ». Ça ne marche pas. Alors, quand on parle de motivation, on parle de quoi? Il y a deux types de motivation. C'est un modèle et il y en a plusieurs, hein, mais on peut voir la motivation extrinsèque. Donc celle-là, elle devrait vous parler. On parle de promotion, de salaire, de carottes de bâton. Ça, normalement, vous ne devriez pas découvrir. Mais il y a un autre point qui est plus important. Tu parlais de trip tout à l'heure. C'est l'image exacte pour la motivation intrinsèque. La motivation qui vient de vous. C'est quelque chose qui a été résumé assez bien par Dan Pink dans son livre Drive. Il a dû faire un TED Talk aussi qui est très très regardé, où il explique que la motivation intrinsèque, fondamentalement, c'est 3 grandes composantes. Donc on a l'autonomie, on en parlait déjà. L'autonomie, dans le sens, j'ai la latitude pour choisir mes outils, pour choisir mes collègues, pour choisir la façon dont je vais m'organiser. Voilà. Ensuite, vous avez la maîtrise. La maîtrise, c'est plus que faire la chose, c'est prendre goût à bien faire les choses. C'est devenir meilleur, c'est s'améliorer, c'est l'émulation que vous pouvez avoir quand vous discutez entre experts sur des sujets, l'envie d'aller plus loin, l'envie de faire quelque chose de bien, qui peut parfois même être dévorant. Cette capacité-là est vraiment quelque chose à cultiver parce que ça va nous emmener, nous et nos tripes. Et puis le troisième levier de motivation intrinsèque, la finalité. Participer à quelque chose de plus grand que soi. Donc le sens, la vision, les valeurs, travailler dans un environnement qui correspond à mes propres valeurs. Donc ces 3 dimensions-là, elles sont importantes à prendre en compte et on va voir un peu concrètement ce que ça peut signifier. Voilà. Donc dans notre entreprise Acme, ce qu'on vient de voir là, c'est que ce dialogue entre l'architecte et le manager, il est utile pour parcourir ces notions-là. Mais nous pensons que, comme on dit aujourd'hui, comme on dit chez Octo, nous pensons que leur rencontre, elle est même nécessaire par rapport aux enjeux. Chez Acme, là, le Move to Cloud, en Agile et tout ça. Ouais. S'il n'y a pas ce dialogue entre les deux, ça risque de ne pas se passer complètement comme on voudrait. Voilà, c'est ça. Donc le maître mot ici, c'est concordance. On pense que ce dialogue est absolument nécessaire pour qu'il y ait un alignement des deux. Et on va vous expliquer 3 axes pour détailler ça. Le premier, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, par exemple l'autonomie. L'autonomie, ça peut être donc définir un cadre et d'avoir ce cadre dans lequel on peut faire des choses. Par exemple, choisir un framework d'entreprise, choisir des outils de développement, ça peut se décréter. Mais si vous posez un cadre très clair pour que les gens aient leur autonomie, choisir parmi N outils, décider ensemble, là, voilà, on aura quelque chose d'intéressant. Donc il est très important de poser le cadre. Ça revient aux lignes dont parlait Gregor Hope ce matin. C'est très important de poser cette limite dans laquelle les gens vont pouvoir s'épanouir et aller chercher leur autonomie. Un autre exemple, c'est les styles de management. Si on a un architecte, bon, c'est pas pour dire, mais extrêmement directif, qui pose énormément de barrières et qui a un style effectivement à être dans le faire-faire. Et à côté, un manager chez Acme qui est un peu délégatif et à plutôt être dans le laisser-faire en toute autonomie, ça risque de créer des confusions à certains moments. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut des clones, hein, mais ça veut dire que ce dialogue, il est important de se dire comment on accompagne les équipes qui sont autour des sujets opérationnels et qui mènent les sujets opérationnels. Et puis du coup, en lien, pareil, avec ce qu'on a vu en keynote d'ouverture, la question du découpage. Bon, du coup, je l'ai posée parce que je savais de quoi j'allais parler, mais cette vraie question de se dire comment on va découper et comment on va accorder les découpages organisationnels et les découpages de l'architecture technique sont nécessaires pour avoir quelque chose qui fonctionne bien, en fait. Et vraiment, cette question du découpage concerne finalement et architecte et manager et doit être en cohérence. Alors une autre dimension qui correspond à la maîtrise de tout à l'heure, donc cultiver l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, avec toutes les technologies qui évoluent vite,
le move to cloud de Acme et l'agilité, ça nécessite de monter en compétence sur des sujets et de consacrer du temps à ça. Donc, manager et architecte, c'est important qu'ils se rencontrent pour établir déjà une stratégie de formation ensemble. De se dire quelles sont nos priorités pour l'année, pour qui, pour quand, et ensuite de se dire, peut-être en amont des formations et en aval des formations, de dialoguer avec les opérationnels pour leur dire qu'est-ce que tu vas apprendre et pourquoi tu vas l'apprendre, et au retour de la formation, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu peux transmettre et comment tu vas mettre en œuvre. Par exemple, chez Acme, une erreur qu'ils ont faite, c'était tout simplement de se dire « Ah oui, alors très bien, on va chez le cloud bidule ou cloud machin ». Je fais pas de pub, je suis pas sponsorisé. Et du coup, on a dit « Tenez, vous avez plein d'heures de formation chez bidule et machin ». Et chacun prend dans le catalogue un petit peu ce qu'il veut. Or, comme vous le savez, généralement, les catalogues sont pléthoriques. Et malheureusement, tous les outils ne seront pas tous le même niveau de maturité et ne vont pas tous être utilisés pareil chez Acme. Donc pareil, le besoin d'accorder ça, d'aller plus loin que juste dire « Tiens, tu as tes heures de formation et bonne journée et tu devrais être compétent à la fin », c'est très important pour ne pas faire juste distribuer de l'apprentissage en libre service, mais vraiment le cultiver. Et puis, ils ont également un rôle conjoint à jouer vis-à-vis des communautés d'apprentissage. Ça aussi, c'est un peu à la mode, enfin, c'est pas très nouveau, mais on entend beaucoup dans les entreprises, on va créer une communauté managériale, on va créer une communauté d'architectes, une communauté data, une communauté agile, peut-être, pourquoi pas. C'est très bien. L'apprentissage entre pairs et le feedback entre pairs, c'est extrêmement utile, sauf que les communautés, ça ne vit pas tout seul. Et que c'est important de se poser la question de pourquoi on le fait. Alors le why, mais aussi le pourquoi faire, qu'est-ce qu'on en attend concrètement, et surtout comment ça va s'orchestrer, comment ça va se chorégraphier, et comment ça va s'animer. Alors c'est peut-être pas eux qui vont l'animer, mais ils ont la mission de travailler ensemble pour poser le cadre de fonctionnement de ces communautés. Donc, par exemple, chez Acme, ça pourrait se traduire par le manager doit évaluer à la fin de l'année ses collaborateurs sur des expertises que lui ne maîtrise pas. Donc il va s'appuyer sur la communauté dont pourra faire partie l'architecte pour trouver un ensemble de pairs pour évaluer la contribution à ça. Et là, on a quelque chose de cohérent. Si par contre, c'est le manager qui doit dire juste « Ah, tu es compétent parce que tu as eu 3 certifications qui n'ont rien à voir avec la stratégie de l'entreprise », on peut jouer à ça, hein, mais je pense qu'à un moment, ça va se voir que c'est juste un jeu, que c'est semblant et que ça n'a pas de sens. Dernière dimension, la finalité dont on parlait tout à l'heure dans la motivation intrinsèque. C'est vraiment nécessaire que l'un et l'autre travaillent une vision commune stratégique. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas eux qui vont travailler la stratégie de l'entreprise, mais au minimum de se poser la question par rapport à notre stratégie business, notre stratégie groupe. Qu'est-ce qu'on doit faire côté IT ? Dans quelles instances devons-nous nous rencontrer, devons-nous travailler ensemble pour établir et partager l'étoile du berger. Voilà. Donc, par exemple, en réunion stratégique, se dire, voilà, on en est de notre fameux move to cloud, on a telles et telles applis qui sont historiques et super critiques et il ne faut surtout pas les toucher, il ne faut pas les déranger. Bon, très bien. Ça peut être l'aspect managérial, de dire, ce n'est pas les équipes sur lesquelles on va pouvoir faire quelque chose, mais de l'autre côté, l'architecte arrive en disant, mais écoutez, on a quand même une roadmap, c'est à la traîne, ça va nous coûter cher, par exemple, ou d'autres choses. Et ces points-là, il faut les résoudre au bon niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas aux personnes dans les équipes en bas, qui sont déjà le nez dans le guidon sur plein de choses du quotidien, d'avoir à résoudre ces incohérences. Il faut que ce soit fait au bon niveau, au niveau de cette vision commune. Ça, c'est le fond, mais après, il y a où le faire aussi. Alors oui, où le faire, il y a les grands-messes annuelles de kick-off, de bilan de fin d'année ou des messes un peu plus petites par programme ou par projet. Plutôt que de saucissonner les interventions, on va d'abord entendre le directeur, ensuite on va entendre l'architecte, ensuite on va entendre le manager, machin chose. Ça peut être bien de faire un truc à deux et de travailler un dialogue à deux et de converser avec les équipes et de donner chair finalement à ces orientations et le faire à deux voix et à quatre mains. Oui, ça. Alors,
Qu'est-ce qu'on retient? On conclut. Donc, ce qu'on vous a un peu concocté et ce par quoi nous sommes passés, alors tout d'abord, on a eu nos fameuses questions, à la fois de la place, cette distinction pouvoir-autorité, légitimité, crédibilité. Moi, ça, en tout cas, personnellement, ça m'a aidé à voir beaucoup plus clair. Pour vous dire, d'ailleurs, à la précédente session, je disais le titre ne suffit plus. Et je m'étais trompé, je crois que j'avais utilisé crédibilité, le titre ne suffit plus. Donc ça, c'est les questions. J'espère déjà que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair, en tout cas, ça a été notre cas. Donc avoir un espace de dialogue entre les deux est utile pour apporter ces réponses communes sur la crédibilité, précisément, sur l'action que je peux choisir de faire, de guider, sans oublier le PFH. Merci. Et puis pour conclure, vraiment cette idée de concordance, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire chacun dans son coin avec son style, afin de faire en sorte que l'entreprise avance de concert. Il est important de poser un cadre clair et cohérent, de cultiver les apprentissages et de faire en sorte que la vision soit à la fois bien travaillée et communiquée de la manière la plus collégiale possible. Alors vous avez là un joli plan de métro. C'est une belle carte qui peut peut-être vous être utile. Mais la carte n'est pas le territoire, vous le savez mieux que nous, en ce sens que tout dépend de votre contexte. C'est ce que disait Grégor ce matin. Ouais. Attention, effectivement, toute abstraction, tout concept, tout modèle est très intéressant, ou toute proposition est intéressante, mais elle est en regard d'un contexte. Et c'est en observant votre contexte que nous espérons que ces éléments vous auront questionné.